Et justement, donc ça nous fait une transition sur la session suivante, puisque autour de ce maillage territorial, il est nécessaire d'adopter des bonnes pratiques. Alors, on a tous évoqué à plusieurs reprises déjà pendant la première session la question du boom des téléconsultations. Hein, donc, en termes de chiffres, on est monté à plus d'1 million de téléconsultations sur une semaine en avril 2020, ce qui est énorme et inespéré en termes d'appropriation des usages. Alors forcément, dans un contexte de distanciation physique, les mesures dérogatoires qui ont été mises en place dans l'urgence ont facilité l'accès des professionnels de santé comme des citoyens à ces nouvelles pratiques de téléconsultation et de télésoins. Elles arrivent à leur terme le 10 juillet prochain. Alors la question, c'est est-ce qu'il faut les maintenir? Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? C'est peut-être pas des réponses oui-non qu'il faut apporter. En tout cas, c'est une réflexion qui a été portée par le collectif Téléconsultation, qui a été initié par la Société française de médecine générale et le CATEL. Donc là, il y a une vingtaine de professionnels de santé pluriprofessionnels, vraiment médicaux et paramédicaux, qui ont partagé leurs enseignements de la crise du Covid. Certains pratiquaient la téléconsultation auparavant, d'autres s'y sont mis pendant la crise, et ce qui est intéressant aussi de voir les écarts peut-être de perception entre ces acteurs. Et donc ces recommandations vont être présentées tout à l'heure autour de plusieurs membres du collectif qui sont présents. Et donc je les présenterai dans quelques minutes. Je voudrais d'abord donner la parole donc à Monsieur Borozic. Vous êtes présent? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez aussi. Alors, je vous entends. Pour l'instant, je ne vous vois pas, mais je pense que si vous comptez… Non, mais c'est normal. Dès que vous allez… Voilà, ça y est, je vous vois. Ça y est, c'est bon, je me déplace en même temps. D'où l'importance de l'image. Alors, donc vous êtes député et vous êtes président du groupe d'études Santé et numérique à l'Assemblée nationale. Tout à fait. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de ce groupe, des actions en cours? Mais écoutez, actuellement, attendez, je vais essayer de trouver un endroit parce que j'étais dans l'hémicycle à l'instant et je fais partie de la commission d'enquête sur le coronavirus, donc il faut que je me déplace sur l'audition suivante. Bon, le but, c'est vraiment de pouvoir, alors d'abord, président du groupe d'études santé numérique et aussi médecin généraliste, encore en activité, quelques demi-journées par semaine. Bon, le but du groupe d'études santé numérique, c'est évidemment de pouvoir comprendre, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de proposer un cadre finalement législatif. Et je pense que ce dont on a besoin aussi, c'est probablement, par rapport au logiciel, d'entamer une programmation avec une feuille de route, avec des objectifs. Je pense que c'est indispensable. On a vu là, pendant cette crise du coronavirus, et vous l'avez dit à l'instant, un boom de la téléconsultation, de la télémédecine. Il nous faudra définir exactement quels sont les axes qu'on souhaite finalement développer pour la suite, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Il faut qu'on soit capable aussi, et on l'a vu aujourd'hui, de mettre en place des outils qui sont capables de faire travailler, de permettre aux gens de travailler ensemble, parce que les professionnels de santé, et on le souhaite nous avec les CPTS, les professionnels de santé ont voulu mettre en évidence leur volonté de travailler de manière pluridisciplinaire. Il nous faut des outils pour travailler de manière pluridisciplinaire, des outils que les professionnels de santé puissent s'accaparer facilement. Il y a la problématique aussi de la qualité de la donnée que les soignants peuvent rentrer dans ces logiciels pour qu'on puisse l'utiliser via le Health Data Hub qu'on pourrait développer sur les soins de premier recours et des soins de ville. Voilà, donc je crois que le rôle du groupe d'études santé numérique, et on a lancé beaucoup d'auditions, on a auditionné Monsieur Mombrini justement dans cette optique-là. Le but, c'est vraiment qu'on puisse arriver à travailler main dans la main, et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est le fruit de ces échanges-là. Je crois que les professionnels de santé, mais également les éditeurs de logiciels ont besoin d'une feuille de route pragmatique, avec beaucoup d'interopérabilité, d'interdisciplinarité dans les travaux. Et je crois qu'on a besoin que le législatif s'empare de ça. Dernier point aussi, et vous l'aurez probablement entendu, mais c'est vrai que c'est une priorité pour nous.
on a besoin de faire en sorte que l'investissement dans la reprise de dette des hôpitaux, que l'investissement de l'État se fasse aussi dans le numérique, parce qu'il faut que l'État apporte aussi des solutions numériques, parce que le numérique a une part importante à jouer dans le travail médical pour la suite. Et donc, dans la reprise de dette des hôpitaux, il faut impérativement qu'on investisse dans ce numérique qui manque, et il faut qu'on soit capable de créer aussi du lien ville-hôpital via ces investissements. Alors, après, la question, c'est est-ce que tout doit être étatisé, j'ai envie de dire, ou doit-on faire travailler les éditeurs de logiciels? Je crois honnêtement qu'on a un partenariat à créer. Encore faut-il qu'il y ait des droits opposables, des valeurs opposables dans la loi et dans les règlements et dans les protocoles de financement de la sécurité sociale. Il faut aussi qu'on soit capable, par rapport aux éditeurs, de promouvoir une feuille de route précise avec des objectifs à atteindre. Je crois que tout le monde est mobilisé et a envie de travailler dans ce sens-là, mais avec un véritable cadre numérique. Je crois que c'est vraiment important d'avoir un cadre numérique une bonne fois pour toutes. Et là, l'État a son rôle à jouer en tant qu'organisateur, finalement, de ce que l'État souhaite pour la santé. Très bien. Donc justement, on a entendu parler du cadre que l'État est en train de poser actuellement. Oui. Néanmoins, on entend aussi les initiatives collectives qui se montent, telles que le collectif. Vous avez eu en avant-première connaissance des recommandations qu'a produit notre collectif, portant notamment sur les mesures dérogatoires et si l'on souhaite qu'elles se prolongent ou non, ou dans certaines conditions de sécurité, de traçabilité, etc., qu'on développera tout à l'heure. Selon vous, en tant que député, comment considérez-vous ce genre d'initiative? Est-ce qu'elle vous semble importante pour progresser dans le numérique en santé? Moi, je pense que évidemment on doit pouvoir se nourrir de ces initiatives. D'ailleurs, je pense qu'il serait intéressant, je lance cet appel, qu'on vous auditionne dans le cadre du groupe d'études santé numérique, parce que le but, c'est aussi, j'ai envie de dire, excusez-moi, mais là, on est en train de parler peut-être entre initiés, entre professionnels de soins. Je pense que c'est important d'éduquer, entre guillemets, ou d'informer mes collègues députés qui ne sont pas du monde soignant. Donc, je pense que ce sont des initiatives qu'il faut qu'on prenne en considération, et il faut qu'on soit abreuvé de ça. Donc, bien évidemment, il faut qu'on vous auditionne au groupe d'études santé numérique, c'est important. Il y a un cadre législatif qu'on doit apporter pour revenir effectivement à la télémédecine, à la téléconsultation, à ce développement. Je crois qu'il faut qu'on soit très clair sur ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. La médecine reste un domaine de l'humain, avec une présence d'humain à un moment ou à un autre, et de part et d'autre de la chaîne, avec un véritable parcours de soins pour les patients. Et à mes yeux, on ne peut pas déroger à ce parcours de soins, parce qu'il est garant de la qualité de soins, de la pertinence des soins, et puis surtout de la qualité de soins pour le patient qui doit être au centre de tout ça. Et donc, on a vraiment besoin de mettre un cadre. Merci pour cette prise de parole, et sachez qu'on est vraiment en phase sur ces questions de parcours de soins et d'implication des patients et des citoyens. Et d'ailleurs, dans ce collectif, siège une association de patients. Manon Molins est là. Oui. Il prendra la parole tout à l'heure pour exprimer le point de vue des patients. Et c'est une question qui nous tient vraiment à cœur d'entendre. C'est un vrai sujet. Je vous interromps. Oui. C'est un vrai sujet, effectivement, que j'ai toujours essayé de mettre au centre des préoccupations du groupe d'études santé numérique, c'est-à-dire la place des usagers dans cette histoire-là, parce que c'est important aussi d'avoir leur retour et leur participation, c'est capital. Parce que quand on veut centrer la médecine sur le patient, et ce qui est logique, il faut aussi que le patient, on sache l'écouter. Pas de question. Monsieur Borovic, Pierre Traîneau, directeur du CATED, je tiens à vous remercier de votre invitation à ce que le collectif Téléconsultation vienne présenter ses recommandations. Et je voudrais ajouter que nous avons un autre collectif qui pourra intéresser le groupe d'études numériques en santé que vous présidez. C'est un collectif territoire qui là, cette fois, réunit les collectivités territoriales, tant les départements que d'autres collectivités territoriales, et va produire des recommandations, mais cette fois à destination justement des institutions qui peuvent jouer un rôle pour un meilleur rôle, une meilleure place, une meilleure visibilité sur ce que peuvent faire les collectivités territoriales en matière de numérique en santé. Donc, à très bientôt pour pouvoir… Alors, très volontiers pour vous auditionner. On prendra contact
en off, on arrivera Oui. à trouver les moyens de se rencontrer, pour deux raisons. Parce qu'effectivement, je pense que nous avons besoin impérativement de nous nourrir de vos propositions par rapport à ce qu'on veut faire, je me répète, et ce qu'on ne veut pas faire, s'agissant de la téléconsultation et de la télémédecine en général. Ça, c'est un premier point. Et ce que vous me disiez, pour élargir un petit peu le débat, s'agissant de la territorialité des territoires, moi, c'est une grande préoccupation que j'ai. Je vais vous le dire franchement, je suis député de la majorité, mais quand on dit dans Ma Santé 2022 qu'on va développer les CPTS, très bien, très bonne idée, formidable. Maintenant, il faut impérativement que l'État soit capable de donner les moyens de développer ces CPTS sur les territoires. Parce que tant que ça fonctionnera comme ça, il vous faut des gens qui soient ultra motivés pour arriver à faire une CPTS sur le territoire, et on leur demande beaucoup et on leur donne pas grand-chose, je trouve. Et si on n'est pas capable que les ARS, que la CPAM, que les préfets, sous-préfets, vous parlez des territoires, que les élus, avec une vraie volonté d'organisation du territoire, ne soient pas capables, s'ils ne sont pas capables de se mobiliser, alors on n'y arrivera pas, et pas de belle manière. Donc c'est important qu'on soit, et surtout aussi d'alléger le protocole de création d'une CPTS, parce qu'aujourd'hui, la création d'une CPTS, elle est très lourde, elle est trop lourde. On est des soignants, quand on a fait 10-12 heures dans la journée, on n'a pas forcément envie de se retaper 3-4 heures pour recréer tout ça. Donc c'est un vrai sujet, et si on veut développer les CPTS, il faut s'en occuper. Merci, merci. Sachez que c'est en lien, cette démarche territoriale, en lien avec l'Assemblée des départements de France, qui était tout à l'heure représentée par Valérie Nouvelle, en lien avec l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France, représentée par John Billard, qui est juste à côté de vous dans la mosaïque. Je ne sais pas si vous le voyez également. Merci encore et à très vite pour avancer. Beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Alors Merci. justement, on va rentrer dans le corps des conclusions et de la réflexion qui a été menée par ces professionnels au sein du collectif. Et je vais d'abord donner la parole à Monsieur Garrigou-Grandchamp. Monsieur Garrigou-Grandchamp, vous êtes médecin généraliste, vous êtes président d'Astra 2, élu ordinal dans le 69 et à l'URPS Auvergne-Rhône-Alpes. Vous n'avez pas commencé à pratiquer la télémédecine et à vous intéresser à ces questions pendant la crise. C'est des problématiques auxquelles dont vous êtes familier depuis un bon moment. Est-ce que vous pouvez expliquer, faire un petit peu de pédagogie là, vraiment, sur cette question des dérogations, puisqu'on va les évoquer ensuite. Nos propositions collectives portent principalement sur ces dérogations, et puis on a été un petit peu plus loin sur des propositions plus générales, plus transversales. Mais pour que tout le monde comprenne bien, est-ce que vous pouvez expliquer ces dérogations? Oui, bonjour à toutes et tous. Et merci au CATEL pour l'organisation de cette belle conférence. Alors effectivement, la téléconsultation est entrée dans le droit commun en septembre 2018 à l'occasion de l'avenant numéro 6 à la Convention médicale, et elle n'a pas attendu la crise du Covid. Alors, la prise en charge par l'assurance maladie de cette téléconsultation était conditionnée à certaines règles. Et c'est vrai que depuis septembre 2018, elle se développait un peu timidement, moins rapidement que l'aurait souhaité Nicolas Revel, le directeur de l'assurance maladie. Et avec le début de la crise du Covid, je l'ai très vite contacté pour voir dans quelle mesure on pouvait assouplir ces règles, parce qu'il y avait urgence. Et on a effectivement échangé le 4 mars pour mettre au point les mesures dérogatoires qui seront prises le 9. Alors, elles tiennent essentiellement en 4 mesures. D'abord, il n'y avait plus de nécessité d'avoir vu le patient dans les 12 mois. La téléconsultation serait possible en dehors du parcours de soins, sans les exigences de territorialité, comme l'appartenance à une CPTS, donc hors médecin traitant. C'est-à-dire que la téléconsultation était prise en charge avec un patient qui pouvait être inconnu du médecin, et il n'y avait plus besoin d'une alternance entre téléconsultation et consultation en présentiel. Deuxième mesure, c'était l'utilisation possible des solutions dégradées. Effectivement, toutes les régions ne disposaient pas de solutions sécurisées, donc on a autorisé les solutions grand public, type Skype, FaceTime, WhatsApp et autres. Et puis même secondairement, une liaison sans vidéo, avec une simple consultation téléphonique dans l'urgence. Troisième mesure, c'est que la téléconsultation serait prise en charge à 100% par l'assurance maladie, avec donc une exonération du ticket modérateur dans le cadre d'une exonération de type divers 3. Et je peux vous annoncer dès aujourd'hui que par ordonnance, cette mesure a été prolongée sans doute jusqu'à la fin de l'année. Enfin, le texte de l'ordonnance dit jusqu'à un nouveau décret ou au maximum jusqu'au 31/12/2020. Au niveau de la facturation, le médecin qui ne dispose effectivement pas de la carte vitale du patient dans le cadre d'une téléconsultation, donc facture en mode dégradé,
Et le décret prévoyait la dispensation d'envoyer une feuille de soins papier en parallèle, comme c'est le cas habituellement. Alors, comme on pouvait s'y attendre, les professionnels de santé sont emparés de la téléconsultation et je peux vous parler sur ma région Auvergne-Rhône-Alpes où nous avons la chance d'avoir un GCS qui met à disposition un module de téléconsultation gratuit qui est performant. On avait dénombré 650 téléconsultations au mois de février, plus de 30 000 au mois de mars. Alors, merci. Juste un dernier point au sujet de ces dérogations. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur la question du télésoin et de l'ouverture à de nouvelles filières également? Ah oui, mais ça, c'était prévu déjà dans le droit commun. La téléconsultation était ouverte aux autres professionnels de santé, pharmaciens, infirmiers. C'est dans le cadre légal, hein, ça ne fait pas partie des mesures dérogatoires. Alors, donc, on a quand même vu pendant cette crise le fait qu'ils se sont emparés, même si elles étaient avant. Donc, voilà, il y a eu un encadrement du télésoin plus clair et surtout un développement des pratiques. Il y a eu un effet starter, effectivement, de la crise du Covid et les professionnels qui s'y étaient pas mis ont essayé et s'y sont mis et ont découvert tout ce qu'ils pouvaient faire avec, notamment les kinésithérapeutes qui ne pensaient pas pouvoir faire des téléconsultations et qui ont découvert qu'ils pouvaient faire un certain nombre de choses par téléconsultation. Voilà, donc les kinés, les orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, je les cite, hein, orthoptistes, pédicures, podologues, pharmaciens et sages-femmes, donc là, qui ont un statut un peu particulier, mais néanmoins, donc avec des téléconsultations possibles. Alors, merci pour ce rappel légal. Alors, vous qui connaissez bien le stade d'avancement du coup de la télémédecine dans votre région, plus largement sur le plan national, qu'est-ce que vous avez noté comme évolution pendant cette période ? Alors, ça a été signalé par le directeur de l'assurance maladie. Les professionnels de santé ont su s'adapter massivement à cette situation nouvelle, à trouver des solutions. Ils se sont appropriés les outils, ils ont découvert tous les usages qu'ils pouvaient en faire, à la fois sur port fixe, mais également sur smartphone. Il faut savoir que les infirmiers travaillent quasiment exclusivement sur des smartphones, donc c'est important que les solutions tournent sur smartphone. Ils ont réorganisé également leur plage de travail pour ordonner consultation et téléconsultation. Certains spécialistes ont découvert la téléconsultation et tout ce qu'ils pouvaient en tirer, comme les psychiatres, les oncologues. D'autres ont découvert des systèmes, je dirais, de préconsultation qui peuvent rendre la véritable première consultation plus effective et qui peuvent leur permettre de savoir sous quelle rapidité ils peuvent accueillir les patients en fonction de l'urgence médicale. Sur le plan technique, les industriels aussi ont dû suivre la montée en charge en décuplant les capacités des serveurs. Je vois dans notre région, on l'a fait à plusieurs reprises, hein, parce que le système saturait, notamment en fin de matinée. Hein. Ils ont adapté leurs solutions sous notre demande en facilitant les réglages du son et de la vidéo, parce que quand on n'a qu'un seul canal de son et de vidéo, si on veut brancher un stéthoscope connecté, il faut pouvoir basculer du micro au stéthoscope facilement. Pareil pour la caméra vis-à-vis d'un otoscope ou d'un dermatoscope. Savoir également adapter la qualité vidéo pour privilégier le son quand on a une liaison qui n'est pas terrible. Hein. On a même eu un éditeur qui a créé, à l'occasion du Covid, une petite appli qui permet de transformer instantanément un appel de mobile en visio. Hein. C'est VisioClick, c'est simple, c'est efficace. C'est très réactif. Je vais expliquer ma façon d'envoyer une ordonnance en mode sécurisé au patient quand on n'a pas d'espace sécurisé, en cryptant le PDF et en envoyant le code de décryptage par SMS sur le smartphone du patient. Et du coup, il a ajouté un organisateur de code sur sa plateforme. Donc, sur la région, c'est vrai que sur Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes gâtés avec un GCS qui est en place depuis plus de 10 ans et qui a déployé toutes ces solutions, qui est intégré à la MS Santé. Et donc, on a un espace sécurisé patient où on peut envoyer les ordonnances. On a également un annuaire complet des professionnels et des patients qui nous permettent d'envoyer directement aux professionnels comme aux pharmaciens une ordonnance en mode sécurisé. On a pu expérimenter, comme je vous disais tout à l'heure, la téléconsultation avec d'autres professionnels, hein, de la téléconsultation assistée. Et je tiens beaucoup à ce mode, hein, avec soit les infirmiers au domicile des patients, quand les personnes âgées ne sont pas équipées en matériel numérique,
pour les patients qui sont valides avec le pharmacien. Et donc, ces professionnels peuvent lutter contre, je dirais, la fracture numérique pour les gens qui n'ont pas accès à ces outils. Enfin, je veux insister sur une donnée qui a été donnée tout à l'heure en matière de téléconsultation. Je reste assez attaché à ce qu'elle soit à l'initiative du médecin, sur appel d'un patient qui est connu du médecin et dans le cadre du parcours de soins. Merci. Donc, effectivement, vous avez parlé de la téléconsultation assistée. On en reparlera tout à l'heure. Je précise d'ailleurs que les recommandations sont accessibles sur le site web, donc catelvisio.fr. Donc, vous pouvez les retrouver à cet endroit-là. Elles seront prochainement aussi sur le site du collectif téléconsulter.fr. Alors, on a entendu le point de vue voilà, d'un médecin. Donc, je vais maintenant donner la parole aux associations de patients par la voix de Manon Molins. Manon, dans quel... j'ai oublié de vous présenter, vous êtes responsable du projet Moi Patient au sein de l'association de patients Rénalou. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, vous, voilà, les évolutions que vous avez perçues, que vous avez constatées sur le rapport des patients aux usages du numérique pour le suivi de leur santé pendant cette période? Oui, alors bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Oui, très bien. Parfait. Alors, cette question sur le rapport des patients aux usages numériques, elle n'est pas évidente. On connaît tous l'explosion des chiffres de la téléconsultation. On connaît moins l'expérience des patients sur ces téléconsultations. Finalement, on a quelques enquêtes, quelques retours de terrain qui nous permettent aujourd'hui de savoir un petit peu comment les patients ont expérimenté ça, parce que ce n'est pas juste l'activer, c'est également recueillir leurs impressions vis-à-vis de la qualité de la relation avec le professionnel de santé, la facilité d'usage. Enfin voilà, on a plein de choses sur lesquelles pour le moment on n'a pas encore beaucoup de chiffres, pas encore beaucoup de retours, mais je vais essayer de vous en donner quelques-uns. Alors évidemment, on a Doctolib qui nous dit que 80% des patients interrogés par eux sont prêts à poursuivre la consultation vidéo après l'épidémie, mais on a des associations de patients qui se sont lancées, qui ont posé la question à leur communauté, donc ce sont souvent des patients concernés plutôt par les maladies chroniques, par le handicap. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a une pluralité d'expériences qui fait que c'est compliqué de répondre à cette question de façon homogène, puisqu'en fait, ça dépend à chaque fois du parcours du patient, de sa pathologie, de son lieu de résidence aussi, énormément, bien sûr, de leur relation précédente. Tout à l'heure, on racontait, c'est bien de faire une consultation avec un médecin qui nous suit. Quand on a une pathologie, on a énormément de professionnels de santé autour de nous. Donc, évidemment, que ce soit à distance ou en présentiel, la question de la relation avec les professionnels de santé, faut voir comment elle évolue entre l'un et l'autre, voilà. Donc, et puis l'accès aux outils numériques, leur capacité à mobiliser ces outils-là. Donc voilà, c'est juste pour un petit peu resituer le contexte et dire que c'est pas une question si évidente que ça de dire voilà comment les patients se sont saisis de la chose. Ce qu'on peut voir, c'est que il y a l'association François Aupetit, par exemple, qui a réalisé une enquête dès le début du confinement. Évidemment, comme c'est une enquête en ligne, on a des patients qui sont ultra connectés, qui ont répondu. Et pour eux, il y a quand même déjà 38% de leurs consultations qui ont été annulées ou reportées et 27% qui ont été maintenues à distance. La question que je me pose, moi, quand je lis ce genre de choses, c'est mais les 38%, est-ce qu'ils auraient pu se faire à distance? Est-ce que c'était à la demande des patients, cette annulation ou ces reports de consultation? Est-ce que ça aurait pu se faire en téléconsultation ou bien est-ce que c'était impossible? Voilà. Donc, il y a plein de petites choses comme ça sur lesquelles il faut qu'on fouille pour récupérer un peu cette expérience. On a allez-y. On a des verbatims de patients qui vont aussi de très haut à très bas. Enfin, je veux dire, on a des choses complètement différentes selon le patient, selon l'établissement qu'il a traité. Enfin, voilà, la crise a été l'occasion aussi de montrer que il y a une énorme hétérogénéité en termes de téléconsultation sur le territoire français. On a eu des verbatims de patients qui nous ont dit en fait, moi, il n'y a rien eu, aucune possibilité de téléconsultation avec mes professionnels, voire même refusée, tandis que d'autres ont dit tout était organisé avant la pandémie, donc parfait, tout s'est très bien passé. Donc voilà, on a des choses complètement différentes. Nous, de notre côté, on est en train d'essayer de construire une enquête, on est en train de construire une enquête qui sera publiée bientôt sur Covid-19 et sclérose en plaques, où on aura un gros focus sur la téléconsultation.
voir comment les gens ont réagi à celle-ci, est-ce que c'était à leur demande, voilà, un petit peu essayer de décrypter tout ça. On a dû, pour faire construire ce questionnaire, réaliser des entretiens avec les patients, parce que nos questionnaires sont toujours construits avec les patients, et on a eu plein de choses. Tout à l'heure, on a entendu que oui, les professionnels de santé se sont adaptés, en effet. On a vu que les patients qui nous ont répondu nous ont dit, on a eu énormément de retours, surtout des kinés, des sages-femmes, des psychologues qui ont pris de nos nouvelles et qui sont venus nous proposer des solutions, que ce soit par Zoom, par Skype, par téléphone. Mais ça restait finalement de la débrouille et de la prise de contact entre patients et professionnels de santé qui les suivaient. Et aussi de la débrouille au niveau, pardon, je finis juste là-dessus, et aussi de la débrouille au niveau financier, puisque finalement, ce qu'ils nous disaient, les patients, c'est mais en fait, mon kiné, il ne m'a pas fait payer, il faisait des zooms, enfin voilà. Donc, il y avait quand même des choses qui n'ont pas vocation à devenir pérennes. Donc, ce serait intéressant d'avoir un peu plus de chiffres sur la suite. Alors, je retiens dans ce que vous venez de dire le besoin d'avoir une connaissance plus fine, parce que c'est bien de dire qu'il y a plus d'1 million de téléconsultations par semaine, mais en fait, l'analyse fine que vous produisez là est extrêmement intéressante, tant sur les difficultés, l'inégalité quasiment d'accès à la téléconsultation, que sur la diversité des pratiques qui nécessitent donc la production d'indications et qui a conduit à la production de ces recommandations qui sont accessibles aujourd'hui sur notre site. Manon, pour conclure, parce que vraiment le temps presse, mais est-ce que 4 petits points, voilà, 4 messages de ce qu'il faudrait faire pour faciliter l'accès des patients. Tout à fait. Le premier, c'est de rester attentif. Ouais, le premier, c'est de rester attentif sur les enquêtes qui vont être produites. Moi, je reste attentif, par exemple, aussi aux enquêtes hors forcément que santé. Il y a le GIS Marsouin qui va produire les résultats d'une enquête cet été, l'enquête Capuni, sur les usages numériques pendant la crise. Donc là-dessus, il y aura un zoom sur le télésoin. Donc je pense que tout ça, on va pouvoir un peu l'utiliser. Les points de vigilance à avoir très rapidement, je vous invite à aller regarder ce que France Asso Santé a produit dans le cadre du Ségur de la santé. Il y a des recommandations avec un volet intégralement numérique et il y a des petites choses centrées sur la téléconsultation. Si je retiens 4 points de vigilance qui sont également dans le plaidoyer de France Asso Santé, être attentif aux questions d'accès au numérique. Tout à l'heure, on a parlé de fracture, j'y reviens pas, mais aussi d'utilisation. Quand on parle inclusion numérique, on parle médiation, on parle formation et on ne parle pas uniquement pour les professionnels de santé, on parle aussi de ça pour les patients, ils en ont besoin. Donc il y a déjà des ateliers, il y a déjà des dispositifs qui existent. Accélérons-les, mettons-les en avant et permettons aux patients vraiment de se former à ce genre d'outils. On ne naît pas en sachant utiliser ces outils. Il y a une culture de bonne pratique pour le patient. Voilà, c'est vraiment la clé. Évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais il faut inclure, et on l'a dit tout à l'heure avec Michel Député, c'est les associations de patients et les patients dans la construction des dispositifs. Ne rédigeons pas de cahier des charges sans les inclure dedans. S'il y a des nouveaux outils qui sont créés, voilà, à chaque fois, penser démocratie sanitaire, même dans le développement d'outils informatiques où on a l'impression qu'il ne va pas y avoir forcément d'appui des associations. Si, ça nous intéresse, ça intéresse les associations, ça intéresse les patients de s'impliquer dans ça. Et puis, voilà, quelque chose qui est un peu compliqué à estimer, mais la question de l'évaluation, du partage de l'expérience patient, que ce soit de manière globale, avec des enquêtes globales sur comment ils ressentent la téléconsultation, mais aussi, en fait, demander l'avis aux patients, que ce soit après chaque téléconsultation ou régulièrement, sur comment ils sentent les choses. Est-ce que la qualité de l'information, elle était là pendant la téléconsultation? Est-ce que la décision médicale partagée, elle a été plus facile à distance, moins facile? Est-ce que la consultation en ligne a permis quand même de réaliser ces choses-là? Voilà, donc c'est juste des petites choses que vous pouvez tout retrouver dans la proposition de France Asso Santé pour le CPM de la santé. Merci Manon. Puis on invite tous les professionnels réunis aujourd'hui qui auraient effectivement réalisé des enquêtes pendant la crise. Je sais qu'il y en a eu dans différents CHU, peut-être par des généralistes également. Il y a des initiatives de généralistes pour mener ces enquêtes d'opinion auprès des patients. Donc faites-les remonter au collectif. Ça, c'est toujours très intéressant pour nous et enrichissant. Je vais très vite passer la parole à la Société française de médecine générale. Donc on a évoqué tout à l'heure la création de ce collectif.
alors, pouvez-vous déjà, Monsieur Boineau, en tant que médecin généraliste, président de la Société française de médecine générale, qui a entraîné son groupe d'acteurs intéressés par ces sujets, à participer au sein du collectif, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette initiative était importante pour vous et en adéquation avec les sujets d'actualité traités au sein de votre société? Oui, alors merci de me donner la parole dans le cadre de cette conférence. La SFMG que je préside est intéressée par ce sujet parce que d'abord, la téléconsultation a pris une place dans ces 3 derniers mois qui n'était pas prévisible précédemment. C'est-à-dire qu'on était sur une pratique ancienne parce que la téléconsultation, ça a d'abord été la gestion de nos patients avec des moyens de médiation, c'est-à-dire tels que le téléphone. Et il y a bien longtemps que les médecins généralistes font du soin à travers ces outils-là. Puis est arrivé il y a 1 an, on en a parlé, la possibilité de le faire par vidéo. Est arrivé aussi la rémunération, parce que ça c'était important. Jusqu'ici, ce n'était pas reconnu comme outil de soin en termes de rémunération. Et puis là, il y a eu cette explosion au Covid et on s'est retrouvé dans une société de contenu. Il y a eu un désarroi des médecins. Nous, on a eu des contacts de médecins qui étaient face à cette nouvelle modalité sans savoir quel contenu ça recouvrait, quelles en étaient les modalités, les limites, leurs responsabilités dans le cadre de cette situation. Nous, on a une obligation de moyens dans notre travail. Voilà, donc toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on avait envie de prendre et de partir dans toutes les camps sur ce sujet pour redéfinir ou définir d'ailleurs un cadre, faire évoluer le cadre existant. C'est une nouvelle sémiologie à décrire pour les médecins, avec des indications, un cadre juridique. Le problème technique est majeur parce que moi j'étais un peu surpris de certaines présentations qu'il y avait avant où j'ai même entendu le mot de totale réussite. La technique, aujourd'hui, on n'est pas dans la totale réussite, c'est-à-dire que très souvent, on est bloqué parce que ça ne marche pas comme on voudrait. En tant que médecin, ce n'est pas notre spécialité. En tant que patient, ce n'est pas non plus leur spécialité. Et donc, du coup, c'est pour ça que le téléphone a pris une place importante dans la gestion de Covid, c'est que c'était un outil que tout le monde connaît, le téléphone, et puis après, le reste, c'était plus compliqué. Voilà, donc là, il y a vraiment un cadre à construire, avec pas seulement un cadre technique, pas seulement un cadre juridique, pas seulement un cadre financier, mais aussi un cadre de contenu. Et là, voilà, on de travailler dessus. Je rajouterai juste l'importance, parce que ça, la téléconsultation, elle va modifier notre pratique. Et donc, nous, on est attachés, ça a été dit plusieurs fois, à ce qu'elle soit dans le cadre du parcours de soins, parce que ça nous paraît important que le suivi du patient se fasse dans ce cadre-là, pour la qualité des soins. Et puis, on y voit, et on l'a déjà vu avant le Covid, une risque d'ubérisation de la médecine, un vrai danger. Et voilà, donc on veut porter notre réflexion là-dessus, et on le fera dans le cadre du collectif porté avec le collectif. Donc merci. Donc, au sein du CATEL, on a déjà eu des initiatives auparavant de collectifs de ce type-là. On est ravis vraiment que cette initiative soit en lien avec la Société française de médecine générale. Alors, on a monté une courte vidéo qui explique un peu l'initiative et que vous pourrez retrouver sur le site internet, juste pour faire preuve de pédagogie. On va faire un effort de synthèse puisque le document, on l'a voulu dense. Il y a des recommandations qui sont présentées avec les pour, les contre de chaque dérogation et le point de vue du collectif sur le maintien ou l'abandon de ces dérogations et dans quelles conditions. Voilà, donc c'est une vraie argumentation que vous pouvez prendre le temps de lire. Mais là, on voulait faire un travail de synthétisation pour aller droit au but. Monsieur Boineau, est-ce que vous pouvez, en quelques minutes, traiter les 4 recommandations principales du collectif? Oui, alors, oui, je vais faire c'est un digeste. Donc, on a une première recommandation qui est liée à la primo-consultation. C'est-à-dire, on veut qu'il y ait cette possibilité de faire des primo-consultations
toujours dans le cadre du parcours de soins tel qu'il est prévu à l'avenant numéro 6, mais, et sous réserve d'un partage d'informations efficaces avec, notamment le médecin traitant. Et dans des situations très précises, on a décrit une dizaine de cas d'usage où cette primo-consultation peut être appliquée. Ça, c'est le premier point. Alors, un exemple, c'est, il a été évoqué tout à l'heure, c'est la primo-consultation en préparation d'une consultation d'anesthésie, par exemple, parce que ça permet d'améliorer la qualité de la s'il y a un premier contact qui va situation physique. Alors, on vous entend de façon un peu fluctuante, mais allez-y, continuez. Ah, excusez-moi, je vais essayer. Approchez-vous bien du micro, c'est juste. Voilà. Oui, alors le deuxième point, c'est donc une officialisation d'une rémunération, enfin, une officialisation et une rémunération de la téléconsultation par téléphone, c'est-à-dire de maintenir cette disposition qui avait été mise en place pour répondre à l'urgence du Covid, mais qui permet, aujourd'hui on s'en rend compte, de répondre aux besoins d'un certain nombre de patients qui n'ont pas accès au numérique de qualité. On le voit même, des gens entre nous le sont. Pour aussi des patients qui ont avec toute cette nouvelle technologie. Donc, sous réserve qu'on ait toujours une trace, comme dans la vidéoconférence, on ait une trace dans le dossier du patient, afin que ces téléconsultations donnent lieu à des décisions, à des prescriptions, soient évidemment tracées. Voilà. Le troisième point, c'est de veiller à une amélioration de la qualité des outils, et notamment en ne maintenant pas des autorisations sur des outils qui ne sont pas sécurisés ou qui ne sont pas tracés. Voilà, on a parlé plusieurs fois de l'éthique et puis du respect des patients et des données des patients. Ça, c'est très important à notre avis que ces outils soient labellisés. Alors, il faut rester simple et ne pas compliquer les choses, mais il faut vraiment que ça soit sécurisé, à la fois pour le patient et pour notamment, on l'a vu, les dérives qui peuvent être liées à l'utilisation des données des patients pour d'autres fins que la téléconsultation. Et puis la quatrième recommandation que l'on a faite dans ce premier livrable, qui est vraiment un premier livrable qui a été fait dans l'urgence, mais qui est déjà en qualité, c'est le maintien de l'accès aux télésoins pour les nouvelles filières médicales. C'est-à-dire que nos collègues, alors moi je suis dans une maison médicale, soins pluriprofessionnels, on voit bien que les collègues se sont appropriés la téléconsultation de manière très très inégale, que ça doit se développer selon les différentes filières, mais c'est important que ça soit maintenu et qu'il y ait cette même réflexion que l'on est en train de faire dans le cadre de la médecine générale pour nous, mais aussi dans les autres filières, qu'il y ait cette réflexion sur le contenu et comment cette nouvelle modalité peut prendre part comme un nouvel outil. C'est-à-dire que la téléconsultation ne va pas remplacer la consultation physique, loin de là. Nous, on voit dans notre maison médicale comment certaines semaines, on était à la moitié de téléconsultation pour la moitié de consultation physique. Et puis là, la téléconsultation reprend une place plus modeste, mais nécessaire à notre pratique. Et c'est la même chose. Il faut définir pour les autres filières et les autres professionnels. Voilà. Alors, là, on a parlé des propositions en lien avec les dérogations. Quelles autres propositions donc, ont été formulées? C'est à la fin de notre document. Il y a 3 propositions principales, juste en quelques mots. Oui, alors la première, on en a déjà parlé, c'est de développer les téléconsultations assistées, parce qu'on voit bien qu'il y a un besoin de médiation parfois pour les patients. Donc, et ça montre aussi la limite de la téléconsultation, c'est-à-dire que
il y a la téléconsultation qui répond à un besoin dans le cadre du parcours de soins. Il y a la téléconsultation qui va répondre à un besoin dans le cadre de la désertification de notre territoire. C'est deux sujets différents qu'il ne faut pas mélanger à notre avis. Enfin, il faut avoir des réponses communes, mais c'est vraiment deux sujets différents. Et donc, cette développement peut permettre effectivement de faciliter la prise en charge de patients dans le cadre de l'éloignement. Le deuxième point qui a été formulé par le groupe, c'est de promouvoir et de faire appliquer un référentiel fonctionnel pour toutes les solutions, ergonomie, harmonisation, modules similaires entre les solutions, lien avec le DPI ou le DMP. Enfin, donc tout ça, tous ces éléments qui vont permettre que ça soit fluide pour l'entreprise. Et là, on est encore très loin de ce niveau nécessaire. Et le troisième point, c'est de travailler sur l'égalité d'accès des patients à la téléconsultation, parce que là aussi, ça a été évoqué par certains intervenants. La téléconsultation, il y a des professionnels qui n'en font pas. Il y a des professionnels qui en font, donc déjà il y a une égalité. Il y a des choix du professionnel et ça c'est à respecter aussi. Il y a aussi pour des professionnels qui ont cette pratique de téléconsultation, il y a aussi un aspect de question de moyens et de décider à un moment donné que certaines choses, on ne peut pas les traiter en téléconsultation. Donc, tous ces aspects-là, il faut qu'on puisse les décrire pour que les professionnels et les patients se sentent à l'aise dans ce cadre. Alors justement, donc les prochaines actions du collectif en lien avec ces constats-là? Je crois que là, je l'ai évoqué, hein, ça découle de ce qu'on a dit plus haut, c'est-à-dire qu'on va commencer à travailler, on va continuer à travailler sur le fond, sur le contenu et sur les indications, sur la place dans le parcours de soins, sur les règles qu'on peut mettre en place dans ce cadre-là, sur les bonnes pratiques, comment on peut intégrer cette nouvelle modalité dans notre panel de solutions au service du patient, parce que là, ce qui est au cœur, c'est quand même la santé du patient. Voilà, et donc on va effectivement avoir comme priorité très rapidement de produire ces indications de la téléconsultation selon les filières, d'ailleurs pour les filières paramédicales comme pour les filières médicales. Donc on y travaille déjà et ça devrait être publié dans les prochaines semaines, prochains mois. Je vais maintenant me tourner vers CGM. Représenté ici par Francis Mambrini, qui est vice-président donc Political and Public Affairs au groupe CGM et président de la FEIMA. Alors, vous avez souhaité soutenir cette action collective donc dans un cadre de charte éthique, comme nous le faisons à chacun de nos collectifs. Vous avez simplement apporté votre contribution au soutien de cette dynamique sans pour autant participer au groupe de travail et vous avez laissé les professionnels travailler en toute liberté éditoriale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité soutenir cette démarche ? Oui, avec grand plaisir. Alors, même si CompuGroup Médical est un acteur qui fait partie des leaders mondiaux en matière de solutions informatiques pour les professionnels et établissements de santé, l'intérêt que l'on a porté à votre démarche, il s'est exprimé principalement à travers notre position sur les outils de télémédecine et plus particulièrement de téléconsultation et de télésoins, via la plateforme ClickDoc que l'on déploie en France et dans une dizaine d'autres pays dans le monde. Nous sommes dans ce cadre extrêmement attachés à la mesure de la pertinence de nos outils, notamment parce que c'est à travers elles que l'on est en capacité de gagner l'adhésion des professionnels de santé et de positionner ce type de service dans un ancrage durable des pratiques de télémédecine. Alors, on souhaitait aller au-delà de nos propres retours d'expérience et pouvoir bénéficier de l'analyse de cas d'usage diversifiés, d'attentes exprimées par un collectif de professionnels représentatifs, professionnels dans leur diversité et patients. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons très vite rebondi sur l'initiative que vous avez mise en place parce qu'à travers le collectif de
téléconsultation, nous avons immédiatement perçu que ce type d'attente qui était les nôtres allait être en capacité de pouvoir prendre appui sur les travaux que vous conduisez à travers le collectif et nous vous en remercions encore une fois. Merci à vous parce que voilà, c'était essentiel pour qu'on puisse mener ce travail en lien avec ces professionnels. En tant qu'industriel, est-ce que vous avez des compléments à apporter sur la montée en charge des pratiques de téléconsultation par rapport à ce qui a déjà été dit tout à l'heure? Oui, alors pour répondre à cette question, je vais vous fournir quelques éléments à la fois quantitatifs, mais surtout qualitatifs. D'abord, je ne surprendrai personne si je vous dis que, comme tous les acteurs qui proposent des services de télémédecine, on a été, dès les premiers jours de la crise Covid, confronté à une explosion incroyable des demandes. Ça, je veux dire, c'est connu de tous aujourd'hui. Nous, où est-ce que nous en sommes à ce stade? Nous comptons dans le monde 83 500 utilisateurs qui sont majoritairement situés dans les pays européens et plus de 20 000 en France. La répartition de ces utilisateurs, je l'évoque pour la France, mais elle est très voisine sur l'ensemble des autres pays européens où la solution fonctionne. Les utilisateurs sont constitués de 66% de médecins à peu près, dont 46% de médecins généralistes, un peu plus de 10% de masseurs kinésithérapeutes, près de 10% d'infirmières, 5% d'orthophonistes et puis à peu près 3% de sages-femmes, même s'il y a d'autres catégories aussi d'utilisateurs qui sont notamment ceux à qui l'évolution de la réglementation a permis de rentrer dans des pratiques de télésoins. Il y a d'autres catégories, mais elles sont dans une représentation plus minoritaire que celle que je viens d'évoquer. Moi, j'ai vu 3 leviers finalement d'activation de cette demande très soutenue à laquelle nous avons été confrontés. Je ne sais pas si je vais les citer dans l'ordre, mais moi, ce que j'ai perçu, c'est probablement une capacité des professionnels de santé qu'ils exercent en premier recours ou au sein d'organisations, d'établissements de toute nature. Hein. C'est une extraordinaire capacité très vite pendant la période de crise des professionnels finalement à faire montre d'une agilité par rapport à la réponse qu'ils se devaient d'apporter aux situations auxquelles ils étaient confrontés. Et c'est un élément important parce que dans le contexte de cette grande agilité qui a été démontrée, nous avons aussi eu des sollicitations quant à la recherche de solutions qui étaient en capacité, elles aussi, de faire montre d'agilité en étant en capacité de se caler dans dans différents contextes organisationnels d'utilisation. Donc ça, c'est un élément, me semble-t-il, extrêmement important. Deuxième élément, c'est l'assouplissement des conditions, et vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, des conditions d'accès aux pratiques de téléconsultation et de télésoins. Il est évident, et d'ailleurs on l'a vu nous-mêmes dans la montée en charge progressive qui s'est opérée au fil des évolutions réglementaires, d'ailleurs pour lesquelles je rappelle qu'un rôle majeur qui a été porté par les éditeurs a été quasiment au jour le jour dans les premières semaines de crise d'adapter l'ensemble des règles de facturation sans lesquelles je crois que très peu finalement de pratiques de téléconsultation ou de télésoins auraient pu être effectives. Un autre élément qui me paraît aussi indispensable et qui, au fond, me semble avoir été de nature à lever un certain nombre de craintes, très souvent légitimes d'ailleurs, qui étaient exprimées tant par les professionnels de santé que par les patients. C'est notamment à travers les usages auxquels ils ont été confrontés quant à nombre d'entre eux, et on a des témoignages extrêmement enrichissants à cet égard, nous ont fait part de la simplicité d'usage qu'ils recherchaient et qu'ils savaient trouver à travers des solutions telles que celles que nous leur proposions. Et en même temps, des solutions qui, là aussi, vous l'avez rappelé, ça me semble être un critère absolument indispensable, sont en capacité de répondre aux exigences sécuritaires qui doivent nécessairement accompagner des pratiques, il s'agit de pratiques médicales ou soignantes, de téléconsultation ou de télésoins.
Et puis, la qualité des supports vidéo associés aux fonctions de partage de documents ont été aussi des facteurs de réduction des réticences qui étaient, elles aussi, exprimées assez légitimement à l'égard d'une absence de contact direct entre un acteur de soins et un patient. Donc ça, c'est des éléments qui, moi, me semblent tout à fait déterminants et qui nous ont permis de voir un développement assez soutenu des usages. Alors maintenant, quelques éléments sur la diversité des usages au fond auxquels on a été confronté. Alors, je ne pourrais malheureusement pas les citer tous, mais avec grand plaisir. Mais en tout cas, quelques-uns qui me semblent essentiels, qui témoignent à la fois de cette diversité, mais aussi de la qualité qui présage d'un ancrage, à mon sens, durable de pratiques de cette nature. Eh bien, peut-être en allant vers les recommandations de fond. Oui. Voilà, tout à fait. Donc, tout ce qui est autour des consultations pré-anesthésiques qu'on a pu vivre de façon extrêmement intense à travers l'usage qu'en faisaient certains établissements de santé, le suivi des patients en pathologie chronique, le suivi par des centres d'oncologie de traitement de patients lourds à qui, effectivement, le fait d'être en capacité de proposer des séances de téléconsultation en alternance avec la contrainte sur le site. Voilà, tout un ensemble d'usages de cette nature qui témoignent effectivement d'une appréciation pour le moins qualitative dont on a été témoin à travers les utilisateurs de la solution qu'on a déployée. Et à quel point, dans ces recommandations, êtes-vous particulièrement sensible, en essayant vraiment d'être concis là dans votre réponse, mais voilà, si vous deviez citer des mots-clés, là, des points auxquels vous adhérez, et puis peut-être des points de divergence ou de complément en tout cas. Alors, je voudrais d'abord dire que je n'ai pas particulièrement de points de divergence avec les recommandations telles qu'elles ont été exposées. Nous sommes, nous, très attachés au rôle du médecin traitant, au respect du parcours de soins, même si, je dois le reconnaître, dans certaines situations, notamment quand il y a un déficit de médecin traitant, quand un patient n'a pas de médecin traitant ou que ce médecin traitant n'est pas en capacité de se mobiliser en réponse à une demande de téléconsultation, très vraisemblablement conviendra-t-il de revoir cette question-là pour qu'elle soit en capacité de s'adapter à certaines situations d'usage, avec bien évidemment un certain nombre de garanties qui doivent accompagner cet assouplissement. Très vraisemblablement, l'obligation d'information du médecin traitant, à minima, et puis le fait de lui adresser l'ensemble d'éléments issus d'une consultation qui aurait été pratiquée par un autre, continuer la prise en charge dans le contexte de coordinateur du parcours de son patient. Autre point, obligation de recourir à des solutions professionnelles respectueuses des exigences sécuritaires. Là aussi, vous l'avez rappelé, ça me semble être un élément indispensable. Et puis en même temps, des solutions qui soient garantes, et je crois que c'est une thématique qui fait largement débat en ce moment, garante de la souveraineté européenne des outils numériques qui sont utilisés sur notre territoire. Autre point que vous avez souligné et qui me semble, moi, tout à fait essentiel, c'est le maintien des pratiques de télésoins par l'ensemble des acteurs des professions paramédicales, probablement d'ailleurs dans un contexte qui pourrait même être élargi à des catégories d'acteurs peut-être même plus plurielles que celles que nous avons rencontrées aujourd'hui. Cet aspect me semble d'autant plus essentiel que notamment dans le cadre de pratiques de téléconsultation au bénéfice de personnes âgées ou en situation de fragilité, prises en charge sur leur lieu de vie à domicile, la composante de la téléconsultation assistée par un acteur, qu'il soit d'ailleurs un paramédical en situation de téléconsultation, me semble tout à fait indispensable. Et à cet égard, sur la question du domicile, moi, je me pose personnellement la question aussi d'une implication des professionnels de l'aide à domicile dans une démarche d'accompagnement de ces patients, de ces personnes en situation de fragilité. C'est d'autant plus vrai qu'on fait le constat aujourd'hui dans notre pays. Je crois que les chiffres nationaux évoquent quelques 13 millions de nos concitoyens qui sont dans des situations de difficulté d'usage de services numériques
et pour lesquels un accompagnement, et notamment à travers des professionnels de cette nature, me semble, moi, être un bénéfice si l'on veut pouvoir nous projeter dans un avenir permettant de garantir un égal accès aux soins, y compris lorsqu'ils sont en situation de dématérialisation. Et puis un dernier point, vous l'avez évoqué, il est inadmissible que dans un pays comme le nôtre, s'agissant de porter des usages digitalisés tels que ceux que nous sommes en train d'évoquer, nous ne disposions pas encore d'une couverture réseau digne de ce nom. Alors, on parle de la 5G, oui, peut-être, mais attachons-nous peut-être dans un premier temps à disposer d'une bonne couverture 4G à peu près partout sur les territoires. Et je crois qu'on sera en capacité de porter efficacement des services numériques de cette nature. Très bien. Bah, merci beaucoup, Monsieur Mambrini, de cette synthèse et puis de confirmer votre adhésion aux principes qui sont là évoqués par le collectif. Je vais me tourner vers le panel. Est-ce que les professionnels de santé là, qui sont présents sur le panel souhaitent prendre la parole? Est-ce qu'il y a des questions en particulier ou des réactions? Alors, je m'adresse sur Vichy, au docteur Rosati, en Mayenne, à Gilles Olivier, et donc à Monsieur Puisieux sur les Hauts-de-France. Est-ce que vous souhaitez poser une question? On est un peu serré sur le temps, mais néanmoins. Alors, si je n'entends pas d'ouverture de micro, on va prendre une question du… Il y a une main levée. Ah, il y a une main levée, me dit-on. Et Evelyne Boitelier, alors qui n'est pas dans le panel. Oui, Evelyne Boitelier, c'est donc Vichy. Elle peut prendre la parole si… Madame Boitelier, oui. Est-ce que vous souhaitez réagir? Allez-y. Alors, je vais réagir, mais effectivement, comme ça, à quelques réflexions qui me viennent à l'esprit, à la fois en tant que professionnel de santé, en tant que médecin, et à la fois peut-être en tant qu'acteur de territoire, puisque je suis une élue. Pour vous dire qu'en termes en tant que professionnel de santé, je suis un petit peu étonnée que les professionnels ne parlent pas de la qualité quand même du dossier médical du patient pour faire des téléconsultations. Moi, ça me paraît un élément essentiel. Et donc, le grand absent, je dirais, de cette crise, ça a quand même été le DMP, qui essaye depuis des années, je dirais, d'émerger. Et que ce DMP, on n'arrive pas à le développer. Et pourtant, je pense que c'est quand même la clé, la solution pour que, effectivement, les professionnels de santé puissent faire des consultations de qualité et surtout qu'un professionnel puisse remplacer un autre professionnel, ce qui est un peu le cas dans une CPTS, dans un maillage territorial, où véritablement chaque professionnel peut prendre en charge, on dira, le patient du professionnel à côté. Pour rebondir sur juste nous donner votre fonction? Alors, moi, je suis conseillère départementale, conseillère merci. à la mairie de Vichy. Voilà. Et je suis donc professionnelle de santé en tant que médecin anesthésiste. Donc, nous avons développé les téléconsultations d'ailleurs en anesthésie. Mais moi, je me suis positionnée en tant que professionnelle de santé aussi parce que j'ai participé à la filière Covid d'accueil, je dirais, dans mon établissement hospitalier. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un certain nombre on va dire, de renouvellement d'ordonnances, par exemple, qui étaient faites à base de dossiers médicaux qui manifestement n'étaient pas à jour, parce que les patients qui étaient revenus à l'hôpital et que les médecins continuaient, je veux dire, à travailler sur d'anciens dossiers médicaux. Donc, je pense que quand même la qualité du dossier médical est un point essentiel dans la téléconsultation. Et c'est pour ça que aussi, je suis un petit peu étonnée qu'on puisse… je dirais, pérenniser les consultations par téléphone parce que je pense que c'est là aussi un petit peu illusoire d'excellentes consultations. Le dernier point, merci. Contre, que je juste pour répondre sur ce point-là, déjà, donc effectivement, ça n'a pas été évoqué là. C'est un point, si vous lisez le document, qui revient quasiment à toutes les pages. L'appui sur le partage des données de santé. Et si le collectif s'est positionné en faveur d'une prolongation des autorisations pour le téléphone ou la voix seule, c'était uniquement dans le cadre d'un appui sur un partage de données de santé et sur une vision sur le dossier médical patient. C'est une des réserves qui a été exprimée très explicitement dans le document. Merci de l'avoir pointé là-dessus, que le doute ne s'installe pas dans les têtes du public. Je vous laisse poursuivre votre question.
Non, alors ce n'était pas une question, c'était justement sur l'intérêt des CPTS. Et pour dire que quand même, ça serait bien que les ARS comprennent que les CPTS doivent émerger des professionnels de santé et que les territoires aussi des CPTS doivent être dépendants des professionnels de santé et non pas d'une cartographie d'ARS imposée. Parce qu'effectivement, ça veut dire que derrière, il y a un lien qui doit se faire. D'ailleurs, les liens ont émergé durant la période Covid. Et je pense qu'il c'est préférable que ce soit effectivement les professionnels qui se mettent autour d'une table et fassent émerger un territoire de CPTS plutôt que CPTS deviennent directement des ARS. En sachant que l'expérience, on va dire, de notre épidémie a aussi démontré qu'il y avait un lien aussi entre les CPTS et les EPCI, les collectivités locales. Et que quand effectivement il y avait un besoin qui émergeait, je dirais, d'organisation et autres au niveau d'un territoire de santé, eh bien, le premier acteur à épauler éventuellement une CPTS ou une organisation sanitaire, c'est quand même la collectivité locale. Et nous, même si on n'avait pas de CPTS sur notre territoire, on a été acteurs aux côtés en fait, des professionnels de santé. Merci beaucoup et ça fait vraiment le lien avec la première session, le lien entre le territoire et le rôle du territoire dans la structuration du parcours de soins sur son propre territoire. Donc, c'est un point qui a été traité. Merci vraiment de votre prise de parole constructive. Et voilà, donc j'incite vraiment tout le monde à aller prendre connaissance de ces recommandations de façon vraiment… les professionnels ont vraiment voulu avoir une vision qui soit équilibrée, éthique, déontologique. Ça demande à être complété. Il s'agit juste de recommandations et vraiment les prochaines étapes vont être la production de bonnes pratiques d'indication et c'est là-dessus qu'ils vont travailler maintenant parce que dans beaucoup de cas on dit en fonction des bonnes pratiques qui sont à produire et à définir, donc ça sera l'objet de ce travail.